Dans ce chapitre 13, on va s'intéresser à l'énergie des systèmes électriques. C'est un sujet important. Quels sont par exemple les paramètres qui influent sur la durée de la recharge d'une voiture électrique? Tout d'abord, on va commencer par regarder la nature du courant électrique. Historiquement, au début de l'étude de la conduction de l'électricité, les scientifiques ont d'abord pensé que les particules qui se déplaçaient dans les métaux étaient chargées positivement, et ont donc défini en conséquence un sens conventionnel du courant comme étant le sens de déplacement des charges positives. Plus tard, on a mis en évidence que ce sont très majoritairement les électrons, donc des particules qui sont chargées négativement, qui se déplacent dans les métaux et qui permettent la circulation des courants électriques. Ainsi, dans un conducteur métallique, les particules chargées et mobiles sont certains électrons qui sont peu liés aux atomes auxquels ils appartiennent. On dit que ce sont des électrons libres. On peut considérer qu'ils se déplacent facilement dans le matériau métallique. Lorsqu'une différence de potentiel est appliquée aux extrémités du conducteur, c'est-à-dire une tension électrique, elle provoque le déplacement de ces électrons, ce que l'on appelle courant électrique. Donc sur l'animation, vous pouvez voir le déplacement de ces électrons lorsque le circuit électrique est fermé. Pour mieux comprendre la nature du courant électrique, on peut faire une analogie mécanique. Alors ici, les électrons vont être comparés à des wagons qui vont être mis en mouvement par des pousseurs. La lampe est une résistance qui va créer des frottements sur le mouvement des wagons. Alors dès que le circuit est fermé, tous les électrons, c'est-à-dire tous les wagons, se mettent quasiment en mouvement instantanément. Par contre, la vitesse de déplacement des électrons dans le circuit est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres par seconde. Une autre analogie intéressante pour comprendre de façon assez simple les notions d'intensité du courant et de tension électrique peut être faite avec l'écoulement d'un fleuve. Le volume d'eau, c'est l'analogue de la quantité de charge électrique. Le dénivelé, c'est-à-dire la différence d'altitude entre le point haut et le point bas d'un fleuve, va pouvoir être assimilé à la tension électrique qui est fournie par la pile ici, et le débit du fleuve à l'intensité du courant. De la même façon que c'est le dénivelé, c'est-à-dire la différence d'altitude entre le point haut et le point bas d'un fleuve qui met l'eau en mouvement, c'est la différence de potentiel qu'on appelle aussi tension électrique qui met les électrons en mouvement. En résumé, l'intensité en ampères, c'est l'analogue du débit du fleuve qui s'exprime en mètres cubes d'eau par seconde, et la tension électrique, qui se mesure en volts, c'est l'analogue du dénivelé. Par convention, dans un circuit électrique, le courant électrique sort du générateur par la borne plus, traverse le circuit électrique et revient au générateur par sa borne moins. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant électrique. Il est ici différent du sens réel de déplacement des porteurs de charge qui sont des électrons. Par contre, dans un électrolyte, c'est-à-dire dans une solution qui contient simultanément des ions qui sont chargés positivement, des cations, et des ions qui sont chargés négativement, c'est-à-dire des anions, toutes les particules chargées vont participer à la circulation du courant. Les charges positives circulent dans le sens conventionnel du courant, dans le sens de I, et les charges négatives vont circuler dans l'autre sens. Alors attention, les électrons ils ne circulent que dans les parties métalliques, et les ions que dans la solution. Donc sur l'animation ici, on voit que les cations sodium circulent dans le même sens que I et que les anions chlorure circulent dans le sens opposé. On peut maintenant revenir au cours. En l'absence de contrainte, les porteurs de charge sont animés d'un mouvement désordonné. Les conducteurs contiennent des porteurs de charge libres de se déplacer. Ce sont les électrons libres dans les métaux et les ions dans les solutions. Lorsqu'on soumet un métal ou bien une solution à une tension électrique, les mouvements des porteurs de charge deviennent ordonnés. Les charges négatives, c'est-à-dire les électrons libres dans les métaux ou bien les anions dans les solutions, se dirigent alors vers la borne positive du générateur, tout en restant dans leur milieu respectif, c'est-à-dire les électrons dans les métaux et les anions dans la solution. Les cations, eux, qui sont chargés positivement, se déplacent dans la solution en direction du pôle négatif du générateur. On peut ainsi compléter le schéma avec tout d'abord le sens du courant électrique, donc de la borne plus vers la borne moins, à l'extérieur du générateur. Les électrons, eux, circulent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant. Donc ainsi. Et on peut représenter aussi le sens de déplacement des cations, qui vont se déplacer dans le même sens que le sens conventionnel du courant, et le sens de déplacement des anions, qui vont se déplacer dans le sens opposé.
Définissons maintenant l'intensité du courant électrique qui, comme on l'a vu précédemment, est un débit de charge. Comme le débit d'eau qui correspond à la quantité d'eau qui passe par la section d'une canalisation par unité de temps, le débit de charge électrique correspond à la quantité de charge électrique qui passe par un point du circuit par unité de temps. Ce débit est appelé intensité du courant électrique et il est défini par la relation I égale Q sur delta T, avec I qui est l'intensité du courant électrique qui se mesure en ampères. Q, c'est la quantité de charge électrique, on appelle ça aussi la charge plus simplement, qui se mesure en coulombs. Et delta T, c'est la durée considérée. Un exercice d'application pour apprendre à manier la formule. Vous allez calculer la charge électrique qui traverse une section d'un conducteur pendant une durée de 15 secondes avec un courant d'intensité 15 ampères qui y circule. En déduire le nombre d'électrons qui a traversé cette section. Et on vous donne donc la charge de l'électron qui est égale à moins 1,6 que multiplie 10 puissance moins 19 coulombs. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire tous ces calculs. Alors premièrement, calcul de la charge électrique. À partir de la relation I égale Q sur delta T, on en déduit que Q est égal à I fois delta T. Donc toujours bien faire attention aux unités. La charge en coulombs, l'intensité en ampères, la durée en secondes. Donc on remplace l'intensité de 15 ampères et la durée 15 secondes. Donc 15 fois 15 égale 225 coulombs. Il y a une autre façon de calculer cette charge à partir du nombre d'électrons justement qu'on nous demande de calculer. La charge électrique, c'est le nombre d'électrons qui a traversé une section du circuit que multiplie la charge d'un électron. Donc en valeur absolue, c'est petit e. On en déduit que grand N va être égal à Q sur E. Donc 225 divisé par 1,6 10 puissance moins 19. Et on trouve donc un nombre d'électrons égal à 1,4 10 puissance 21. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux sources réelles de tension. Une source de tension, ça peut être un générateur, ça peut être une pile électrique. Alors tout d'abord, les sources idéales de tension. Une source de tension est idéale si elle fournit une tension E qui est constante entre ses bornes, quelle que soit l'intensité du courant débité. La tension grand E s'appelle aussi force électromotrice du générateur, et sur le schéma ci-contre, vous avez la symbolisation d'un générateur idéal de tension. Alors les piles électriques que l'on utilise dans nos appareils ne sont pas des sources idéales de tension. On parle alors de sources réelles de tension. Une source réelle de tension peut être modélisée par un montage équivalent constitué d'une source idéale de tension qui va être associée avec une résistance en série. Donc on le voit sur le schéma ci-contre, l'association d'un générateur idéal de tension avec une résistance ici petit r qui est branchée en série avec ce générateur idéal. Alors la tension aux bornes d'une résistance est donnée par la loi d'Ohm. Tension au bord d'une résistance, c'est petit r fois l'intensité du courant. Alors pourquoi il y a un signe moins ici qui intervient pour la tension aux bornes de l'association? U égale E moins RI. Donc on a un signe plus pour la loi d'Ohm lorsqu'on est en convention récepteur, ce qui n'est pas le cas ici, on est en convention générateur. Pour savoir si on est en convention récepteur ou générateur, il faut regarder la flèche qui donne le sens de l'intensité et celle de la tension. Ici vous voyez que ces deux flèches sont dans le même sens, donc on est en convention générateur, donc il va y avoir un signe moins qui va intervenir dans la loi d'Ohm. La tension aux bornes du générateur est donc égale à E moins R fois I. Si l'intensité est nulle, on va avoir à ce moment-là U est égal à grand E. L'intensité est nulle, ça signifie que le circuit est ouvert. Alors pour mesurer grand E, il suffit d'ouvrir le circuit et de mesurer la tension aux bornes du générateur. C'est ce qu'on appelle la tension à vide. La résistance petit r correspond à la résistance interne de la source de tension réelle. Donc on symbolisera ainsi un générateur réel de tension, c'est le symbole de la pile électrique. Alors ce tableau résume les propriétés des sources idéales et réelles de tension électrique. Alors regardons tout d'abord la caractéristique intensité-tension, c'est-à-dire la courbe qui donne la tension aux bornes du générateur en fonction de l'intensité fournie par ce générateur.
Pour une source idéale de tension, la tension borne du générateur ne change pas, U est égal à grand E, alors que pour une source réelle de tension, la tension aux bornes du générateur est donnée par U est égal à E moins R fois petit i. Donc plus l'intensité va être grande, plus la tension aux bornes du générateur va diminuer. On va obtenir donc une droite de coefficient directeur moins R. Il faut connaître donc ces équations, les schémas associés et les propriétés, c'est-à-dire que dans le premier cas, U est indépendant de I pour une source idéale, alors que la tension diminue avec l'intensité pour une source réelle de tension. Alors dans cet exercice, il va falloir déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire la tension à vide et la résistance interne petit r, d'un générateur réel de tension, à partir de sa caractéristique. On voit tout de suite que c'est un générateur réel de tension, puisque la tension aux bornes du générateur n'est pas constante. Elle diminue quand l'intensité augmente. On va commencer par déterminer la tension à vide. Rappelez-vous, c'est la tension aux bornes du générateur lorsque l'intensité est nulle. Ça va donc correspondre à l'ordonnée de ce point-là, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on lit sur le graphique que E est égal à 4 volts, qui est donc l'ordonnée à l'origine. Pour déterminer la valeur de la résistance interne, il va falloir déterminer le coefficient directeur de cette droite, puisque cette droite a pour coefficient directeur moins R. On va donc considérer deux points A et B sur cette droite qui vont permettre de calculer ce coefficient directeur moins R. Si on appelle petit a le coefficient directeur de la droite, on peut le calculer en faisant YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc l'ordonnée ici du point B est égale à 2,5 volts moins l'ordonnée du point A, c'est-à-dire moins 4 volts, divisé par XB qui est égal à 0,06 ampères moins 0. Et on obtient donc, en faisant le quotient, un coefficient directeur qui est égal à moins 25 et qui va s'exprimer en ohm, puisque la résistance d'un conducteur ohmique s'exprime en ohm. Ainsi, A est égal à moins 25 ohms, donc petit r, qui est égal à l'opposé de A, va être égal à 25 ohms. On peut compléter les unités dans la relation ci-dessus, la tension en volts, petit r en ohms et l'intensité en ampères. Avec ces unités, la tension aux bornes du générateur va pouvoir s'écrire U égale E moins R fois I, c'est-à-dire 4,0 moins 25 fois l'intensité. Un rappel sur les conventions générateur et récepteur. Un générateur, c'est un dipôle qui fournit de l'énergie électrique. On parle de dipôle actif. Pour représenter un générateur, on oriente dans le même sens la tension entre ces bornes et le courant qui le traverse. Alors qu'un dipôle récepteur convertit de l'énergie électrique qu'il reçoit sous une autre forme. On parle de dipôle passif. Pour représenter un récepteur, on oriente dans des sens contraires la tension entre ces bornes et le courant qui le traverse. Et à ce moment-là, en particulier dans la loi d'Ohm, il y a un signe plus qui apparaît. On a donc ici U égale plus R fois I. Si on avait été en convention générateur, on aurait eu moins RI. Dans ce paragraphe C, on va parler de puissance et d'énergie. Contrairement à ce qui est dit dans le langage courant, l'énergie ne peut pas être produite, elle se transforme. Ici, les panneaux photovoltaïques posés sur le toit de la maison vont convertir l'énergie lumineuse qui provient du soleil en énergie électrique. Un convertisseur d'énergie, c'est donc un dispositif qui convertit une forme d'énergie, dite énergie entrante, en une autre forme d'énergie, dite énergie sortante. Alors ce qu'on appelle énergie sortante, c'est l'énergie utile, utile à la réalisation d'un service.
comme s'éclairer, se chauffer ou se déplacer. La puissance d'un convertisseur caractérise sa capacité à transformer l'énergie plus ou moins vite. Alors quelle est la formule qui permet de calculer une puissance? Si on considère un dipôle ayant une tension U à ses bornes et traversé par un courant d'intensité I, la puissance électrique mise en jeu va être donnée par cette relation. Donc P est égal à U fois I. La puissance se mesure en watts, la tension électrique en volts et l'intensité du courant électrique en ampères. Si les conventions générateur et récepteur sont respectées, alors P va être un nombre positif. Si le dipôle est un générateur, la puissance représente la puissance électrique qu'il fournit au circuit. Si c'est un récepteur, P représente la puissance électrique qu'il reçoit. Quelques exemples de puissance électrique de certains appareils électriques. Pour une calculatrice 1 mW, une lampe de poche 1 W. Pour un smartphone, ça peut varier de 70 mW lorsque l'appareil est en veille jusqu'à 2 watts lorsque l'on téléphone par exemple ou lorsque l'on regarde une vidéo. Un four électrique 3 kW, un moteur d'une motrice de TGV 1 MW et une centrale nucléaire fournit une puissance de 1 GW. Un dipôle ohmique est soumis à une tension de 12 volts et parcouru par un courant d'intensité 50 mA. Calculez la puissance reçue. Mettez la vidéo en pause pour faire cette application numérique. Alors, pas de difficulté particulière, il suffit juste de faire attention aux unités. P c'est égal à U fois I. U ici, 12 volts. Et il fallait bien sûr ne pas oublier de convertir les milliampères en ampères. Et donc on obtient une puissance électrique de 0,60 watts. La puissance, c'est la vitesse à laquelle on consomme ou on fournit de l'énergie. Donc pour avoir l'énergie, il faut multiplier la puissance par la durée. On a donc la relation, l'énergie, c'est la puissance fois la durée. Donc l'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts et la durée en secondes. Un aspirateur consomme une puissance P égale 1,8 kW pendant 20 minutes. 1,8 kW, ça signifie que l'aspirateur consomme 1,8 kJ d'énergie par seconde. La puissance, c'est la vitesse à laquelle on consomme de l'énergie. Calculez l'énergie consommée par l'appareil. Allez-y, mettez la vidéo sur pause pour pouvoir faire cette application numérique. Alors j'espère que vous avez bien fait attention aux unités. La durée delta T doit être exprimée en secondes. Donc 20 minutes, c'est égal à 20 fois 60 secondes. Allons-y pour l'application numérique. L'énergie, c'est la puissance fois la durée delta T. Donc 1,8 kW, ne pas oublier de convertir en watts. 1,8 fois 10 puissance 3, que multiplie la durée delta T, donc 20 fois 60. L'application numérique donne 2,2 que multiplie 10 puissance 6 joules. Le préfixe pour 10 puissance 6, c'est méga. Donc 2,2 mégajoules. La formule précédente peut cependant être utilisée avec d'autres unités, la puissance en kilowatts et la durée delta T en heures. À ce moment-là, on obtient l'énergie dans une unité qui sera le kilowatt fois des heures, le kilowattheure. Convertir 1 kWh en joules. Donc 1 kWh, c'est 1 kW, c'est-à-dire 1000 watts, que multiplie une heure. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. 60 minutes de 60 secondes. On obtient donc 3,6 10 puissance 6 watts seconde. Et 1 watt seconde, c'est un joule. Donc on obtient 3,6 10 puissance 6, c'est-à-dire méga, 3,6 mégajoules. On a donc la conversion, 1 kWh, 3,6 mégajoules. On l'a vu au début du chapitre, le passage du courant peut être modélisé par des frottements. Le matériau s'échauffe, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Le matériau s'échauffe d'autant plus que le courant électrique est important. Dans cette vidéo, la pile électrique va être mise en court-circuit par l'intermédiaire de paille de fer. La paille de fer, ce sont des fils de fer extrêmement fins. Donc court-circuit, ça signifie que la borne plus va être reliée directement à la borne moins, ce qui va générer un courant électrique très important.
Alors les brins de fer sont si fins que cela génère énormément de frottement et cela provoque la combustion de la paille de fer. Donc comme on l'a vu, cet échauffement s'appelle l'effet Joule. Cet échauffement peut être un problème, il peut conduire à une surchauffe des appareils électriques, surchauffe d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Il peut aussi être exploité comme dispositif de chauffage. La puissance P reçue par un dipôle ohmique est intégralement convertie en puissance thermique et s'exprime par la relation P est égal à U fois I. U, c'est la tension aux bornes d'une résistance, donc on peut utiliser la loi d'Ohm et remplacer par R fois I, ce qui donne la relation P égale RI carré. On va préciser les unités dans cette relation. La puissance s'exprime en watts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Un barbecue électrique contient une résistance R égale 20 ohms parcourue par un courant d'intensité I égale 20 ampères. Calculez la puissance reçue. Donc on utilise la formule précédente. P égale R fois I au carré. Donc 20 ohms que multiplie 20 ampères au carré. L'application numérique donne 8,0 que multiplie 10 puissance 3 watts, c'est-à-dire 8,0 kW. Ici, comme il s'agit d'une résistance, toute la puissance reçue va être convertie en puissance thermique, c'est-à-dire sous forme de chaleur. On l'a vu précédemment, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transférée ou convertie sous une autre forme. Dans un circuit électrique, toute l'énergie fournie par le ou les générateurs est reçue par le ou les récepteurs qui la convertissent. Une conversion peut s'accompagner de pertes, c'est-à-dire d'une conversion en une forme d'énergie qui est non voulue ou non utile. Lors d'un transfert ou d'une conversion, on peut raisonner en faisant soit un bilan sur l'énergie, soit un bilan sur la puissance. Au cours d'une conversion énergétique, l'énergie et la puissance sont des grandeurs qui se conservent. Un diagramme permet d'illustrer cette conversion. On va le voir sur un exemple. Indiquer sous quelle forme une éolienne reçoit de l'énergie et sous quelle forme elle la convertit. L'éolienne, c'est ici le système étudié. Je l'entoure en rouge au centre de mon diagramme. Ce qui fait tourner l'éolienne, c'est le vent. Donc d'un point de vue énergétique, c'est l'énergie cinétique de l'air. L'éolienne est un convertisseur, elle va convertir une partie de l'énergie cinétique de l'air en énergie électrique. Mais il va y avoir des pertes sous forme thermique. Dû au frottement, dû aussi à l'effet Joule qui va se produire dans les différents conducteurs. Pour caractériser l'efficacité d'un convertisseur, on calcule une grandeur qui s'appelle le rendement, c'est-à-dire sa capacité à convertir l'énergie reçue en énergie utile, ou la puissance reçue en puissance utile. Donc le rendement, on utilise la lettre grecque eta, qui est égale au quotient de la puissance utile divisé par la puissance reçue. Donc le rendement, c'est une grandeur qui est sans dimension. Si la puissance utile est égale à la puissance reçue, le rendement va être égal à 1, ou 100%. Si la puissance utile est nulle, à ce moment-là, le rendement est aussi nul. Les éoliennes convertissent l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Un transfert thermique non voulu se produit également. La puissance utile d'une éolienne vaut ici 100 kW, quand la puissance reçue par l'éolienne, due au vent, est de 125 kW. Calculez le rendement de cette conversion. Donc le rendement état, c'est le quotient de la puissance utile sur la puissance reçue. La puissance utile, ça va être la puissance qui va avoir été convertie sous forme électrique, donc 100 kW, divisé par la puissance reçue due au vent, 125. Le quotient donne 0,80, c'est-à-dire 80%. 80% de l'énergie du vent va être convertie en énergie électrique.